Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à Château-Renard, départ de la 5e manche de la Coupe de France, la 17e édition de la Roue Tourangelle. Au départ, on retrouve cette année Nasser Bouhanni, le sprinter de l'équipe Cofidis, qui vit un début de saison très compliqué. Malade depuis le début du mois de mars, il compte sur cette épreuve pour se relancer. Je suis tombé malade sur Paris-Nice, ça a malheureusement duré. Voilà, j'ai repris à la Catalogne, mais j'étais encore malade, donc voilà, maintenant c'était compliqué pendant 3 semaines malade comme je viens de dire, et ça a été vraiment une période compliquée. Voilà, j'avais aucune sensation, c'était très difficile à l'entraînement, mais je continuais tout de même à insister en espérant que ça revienne. Mais maintenant, voilà, c'est juste une maladie et j'espère que ça va aller beaucoup mieux à partir de maintenant. S'il y a un sprint, je donnerai le maximum pour essayer de l'emporter. Après, on ne sait pas les scénarios de course qu'il peut y avoir aujourd'hui. Moi, je ferai le sprint pour gagner aujourd'hui. Après, si je ne suis pas bien, on aura Hugo aussi. En cas d'arrivée massive, Nasser Bouhanni devra à coup sûr ferrailler avec un local de l'épreuve, Marc Sarrault, coureur protégé de son équipe FDJ. Le natif de Vierzon sera accompagné de Daniel Heulgard, de Benjamin Thomas, le spécialiste de la piste, ou encore de Mathieu Ladanius. Du côté de Fortunéo, on est toujours à la recherche de sa première victoire cette saison. On misera sur la pointe de vitesse d'Armindo Fonseca, le retour de Maxime Bouet et le panache de Brice Feuillu. Le natif de Châteaudun a des supporters et des ambitions sur cette roue tourangelle. Dans un premier temps, l'idée c'est de mettre quelqu'un dans l'échappée. Pourquoi pas moi d'ailleurs. Et voilà, après on avisera durant la course. Ça peut être en ma faveur, après voilà, il y aura énormément de monde qui pourront s'extirper aussi dans ces bosses. Donc j'ai envie de dire, on n'a pas besoin d'être un super bon grimpeur pour déclencher les hostilités dans le final. Les Vendéens de Direct Énergie, privés de Tour des Flandres, alignent leur front des classiques. Damien Gaudin, Adrien Petit, mais également Sylvain Chavanel, natif de Châtellerault, lui aussi vient en voisin, bien qu'il dispute pour la première fois cette course. Je prends énormément de plaisir, je découvre de nouvelles épreuves même après 19 ans. Comme aujourd'hui la Roue Tourangelle, je suis pratiquement à domicile, je ne suis pas très loin. Alors, on est sur une Coupe de France, donc il y a beaucoup de mouvements, c'est dur à gérer la course. On va essayer de suivre les vagues. Et puis après, notre meilleure carte pour le sprint, ça reste Adrien Petit. Mais c'est sûr qu'avec le final qu'on a, ça ressemble un peu à Paris-Tour, avec la côte de l'Épan, beau soleil, donc il peut y avoir des attaques et j'espère faire la sélection et pourquoi pas arriver en costaud. Delco Marseille-Provence KTM est organisé autour de son sprinter australien Brenton Jones, double vainqueur d'étape sur la Tropicale Amissa Bongo en début d'année. Autre sprinter à suivre, Yanis Issad, qui dispute sa première course sur le sol français avec son maillot vert de la Cara Rural. Très en vue sur la route Adélie de Vitré, les terres et ciels d'AG2R ont de nombreuses possibilités de dynamiter la course. Sylvain Dillier, le vainqueur d'Adélie, Clément Venturini et l'inusable Samuel Dumoulin, vainqueur ici en 2016. Ça ne va pas être une partie facile, il va y avoir quand même pas mal de stratégies avec lesquelles il va falloir jouer, notamment sur le départ pour ne pas avoir prendre la course en main vu qu'on est que 6. Et puis ensuite dans le final, il faudra quand même jouer fin parce que c'est une course qui n'est pas très difficile avec des belles conditions météo aujourd'hui. Même s'il y a pas mal de côtes dans le final, on a conscience que si ça arrive au sprint, on n'a pas forcément la meilleure carte. AG2R est un club formateur. L'équipe savoyarde compte en son sein le champion du monde espoir, Benoît Cosnefroy. Un talent brut, issu du club de Chambéry, qui se polie au contact de coureurs d'expérience. Un jeune coureur, mais qui a déjà une certaine maturité physique. Il a une très bonne vision de la course, il est agressif, il sait toujours bien se placer. Il a une force physique indéniable et puis voilà, c'est un bon camarade, toujours à blaguer, il ne se prend pas au sérieux et néanmoins il est très performant sur le vélo, donc c'est la première année où il découvre vraiment le cyclisme professionnel, mais je pense qu'il va rapidement s'étoffer. Il a déjà gagné le Grand Prix d'Isberg et voilà, pour lui l'avenir est lumineux. Au programme aujourd'hui, 200 km entre Château-Renaud et Tours. Après 5 km et demi neutralisés, les coureurs s'élanceront sur une boucle sans grande difficulté de 72 km pour revenir à Château-Renaud.
Puis cap au nord, jusqu'au kilomètre 90 et le premier ravito. Les choses sérieuses commencent avec la montée du Haut-Montas, la côte de la Besselière, avant d'entrer sur le circuit final après la localité de Langeais. Un enchaînement de 6 bosses dans les 30 derniers kilomètres, en terminant par la côte de l'Épan. Un parcours pas forcément sélectif qui se termine par une belle ligne droite de 600 mètres, permettant généralement aux hommes forts de s'exprimer. On arrive au kilomètre 0 et le départ réel est donné à 12h15 par l'organisateur de l'épreuve, Bernard Marchfer. Et comme il est de coutume lors des Coupes de France, le départ, eh bien, c'est à vive allure, sous l'impulsion de plusieurs coureurs, notamment un Espagnol de la Cara Rural que l'on voit là sous son maillot vert. Il est suivi d'un coureur de Cibel, c'est bon. Les attaques qui se multiplient, mais aucune d'entre elles ne parviennent à créer la bonne décision, à créer le bon coup, même si là, vous le voyez, c'est au tour maintenant du médaillé mondial du contre-la-montre espoir, Corentin Hermenot, d'essayer de forcer la décision. Le rouleur de Vital Concept qui essaye d'augmenter le rythme, mais malheureusement ça ne passe pas, il est rattrapé par le peloton. Il reste 187 km à parcourir. On est parti, donc je vous le disais, à très vive allure et personne n'a encore réussi à s'extirper du peloton. Mais pourquoi pas là avec Nicolas Baldo, le coureur de Saint-Michel-Aubert 93 qui essaye d'attaquer une nouvelle fois. Il est suivi par un Cara Rural. Les deux hommes qui ont pris une dizaine de secondes d'avance sur les chemins sinueux. Vous le voyez autour de Château-Renaud. Derrière, eh bien, il y a deux hommes qui partaient également en contre. On retrouve là Raffaello Bonuzzi, le coureur de Androni Sidermec Bottecchia, et également Dieter Bouvry de Cibel, c'est bon. Les deux hommes en contre qui parviennent à faire la jonction, à faire le jump pour rejoindre donc Nicolas Baldo, le coureur de Saint-Michel-Aubert 93, qui était accompagné de Gonzalo Serrano Rodriguez de la Cara Rural. Voilà, on a identifié donc les 4 premiers fuyards qui prennent donc une petite minute d'avance sur le peloton. Un peloton où il y a eu une chute malheureusement avec ce départ sous haute tension. Eh bien, il y a eu une petite chute qui s'est produite avec quelques dégâts, notamment Lorenzo Manzin, vainqueur ici en 2015 et qui est contraint d'abandonner, tout comme Maxime Bouet, le coureur de Fortunéo Samsic. Un petit point sur la course avec 4 hommes en tête. Donc on rappelle les identités des 4 fuyards. Nicolas Baldo de Saint-Michel-Aubert 93, Gonzalo Serrano Rodriguez de la Cara Rural, Raffaello Bonuzzi d'Androni et enfin Dieter Bouvry de Cibel, c'est bon. 1 minute d'avance pour les 4 hommes de tête et derrière on ne veut pas laisser partir le coup. C'est le cas de David Boucher qui se lance dans un difficile exercice du contre-la-montre, un effort solitaire pour essayer de rentrer sur les 4 hommes de tête. Le peloton, lui, eh bien, il est bien plus calme. Vous le voyez, après 15 km sous haute tension, on a décidé de lever le pied dans le peloton et de laisser partir les hommes de tête. On respire forcément après ce départ très tendu où, je vous le rappelle, il y a eu une chute qui a provoqué l'abandon notamment de Lorenzo Manzin et de Maxime Bouet. David Boucher, l'ancien coureur de la FDJ, très connu des suiveurs des Coupes de France. Il a passé 5 ans sous les couleurs de l'équipe de Marc Maggio. Eh bien, il est toujours en chasse-patate et on va attendre les consignes du directeur sportif. C'est un bon élément pour l'échapper, David Boucher. Il va leur filer un bon coup de main. Et le directeur sportif de Saint-Michel-Aubert 93 ne s'y trompe pas. On est plus fort forcément lorsque l'on est plus nombreux à l'avant. Eh bien, il y a les 2 coureurs, Gonzalo Serrano Rodriguez de la Cara Rural et Dieter Bouvry, qui attendent David Boucher pour lui permettre de rentrer dans cette échappée. Ils sont désormais 5 à l'avant. Les kilomètres s'égrènent et l'avance des hommes de tête fluctue. Au plus fort, elle aura atteint 6 minutes avant de décroître et de se stabiliser autour des 4 minutes. Le peloton reste vigilant. On ne veut pas laisser trop d'avance à ces 5 hommes. Même si on est encore très loin de l'arrivée, le peloton se montre prudent.
Devant, eh bien, on ne relâche pas son effort. Pas question de perdre une seconde pour les hommes de tête. Vous allez le voir, ils vont passer à la musette, au ravito pour reprendre des forces. Eh bien, on se désintéresse de cette musette. Pourquoi? Parce que derrière, le peloton a décidé de mettre en route les Direct Energy, bien emmenés par Damien Gaudin, ont décidé de mettre un coup de vis et l'écart qui chute. On est maintenant sous la minute 30, ce qui donne des idées, notamment à Gatis Smoukoulis, le coureur de Delco Marseille-Provence KTM, qui, voyant l'échappée au loin dans sa ligne de mire, décide lui aussi de faire un effort solitaire pour faire le jump et rentrer avec les 5 hommes de tête. Ils sont donc maintenant 6 à l'avant. Gatis Smoukoulis qui a réussi à rentrer sur ses partenaires d'échappée. 6 hommes en tête, mais juste derrière, sur leurs talons, eh bien, il y a le peloton qui ne leur laisse pas d'espace. À commencer par Stéphane Rossetto, l'homme qui a été chargé par Jean-Luc Genron, le directeur sportif de Cofidis, de se porter à l'avant de ce peloton. Justement, ce matin, on lui demandait comment est-ce qu'on fait pour rentrer sur une échappée. Ça dépend déjà de l'échappée, du nombre d'échappées devant, de l'écart, du moment de la course, si c'est au début, au milieu, à la fin. Mais là, sur un circuit sinueux, c'est un avantage parce que d'être devant à rouler, c'est avec ses équipiers derrière. C'est beaucoup plus, on fait beaucoup moins d'efforts qu'à essayer de frotter et d'être beaucoup plus à l'arrière du peloton. Donc c'est un avantage. Et après, par contre, il faut avoir vraiment l'échappée à portée de fusil parce que sur des routes sinueuses, on reprend beaucoup moins de temps que sur des routes larges avec des vents défavorables, par exemple. Ce qu'il faut faire, c'est tout simplement un contrôle à montre, quoi. Il n'y a pas vraiment de gestion de l'effort. Enfin, il y a une gestion de l'effort, mais il faut se donner à fond pour faire baisser l'écart le plus vite possible, voilà, le plus vite possible tout simplement. Et l'écart qui diminue irrémédiablement, 30 secondes d'avance maintenant pour les 6 hommes de tête. Déception forcément pour ces hommes qui pensaient avoir pris le bon coup, mais tout reste à refaire maintenant dans cette 17e édition de la Route Tourangelle. Partis à 187 km de l'arrivée, les fuyards auront tout de même passé plus de 140 km à l'avant. Mais le peloton, en bon gestionnaire, aura bien joué avec cette échappée pour la rattraper juste avant l'amorce fatidique des 40 derniers kilomètres qui vont nous faire plonger vers Tours avec une succession de bosses dans des routes étroites et sinueuses qui sont propices aux attaques. C'est une nouvelle course qui commence maintenant avec Johan Payot, le spécialiste du contre-la-montre, qui essaye de sortir. Mathieu Ladanius, lui aussi, tente de sortir, de tirer son épingle du jeu. Il restera 40 km à parcourir. Forcément, c'est peut-être le bon moment pour essayer de dessiner une nouvelle échappée. Sa bagarre, personne pour l'instant ne parvient à sortir, à s'extirper de ce peloton qui continue de rouler à vive allure, qui continue de perdre des unités. Allez, pourquoi pas maintenant le bon coup avec 4 hommes qui ont réussi à prendre quelques secondes d'avance, une dizaine de secondes d'avance. Ils sont même 5 à l'avant. On retrouve là Mathieu Ladanius de la Groupama FDJ, François Bidard pour AG2R La Mondiale. Il y a également Dorian Godon, un autre représentant tricolore qui lui court sous les couleurs de Cofidis. À l'avant aussi Mattia Fraporti de Androni Giocattoni et Hector Saez Benito, le basque de Euskadi, Basque Country Murias. Les 5 hommes de tête au premier pointage comptent maintenant 30 secondes d'avance sur un peloton qui est régulé par Saint-Michel-Aubert 93, qui s'est fait piéger et qui n'a pas réussi à placer un coureur dans l'échappée. Les difficultés commencent à s'enchaîner ici dans cette 17e étape de la Route Tourangelle et le rythme imprimé par Mathieu Ladanius ne convient pas à François Bidard qui décide d'accélérer. Derrière, eh bien, il y a Dorian Godon qui chute malheureusement dans cette petite difficulté et François Bidard qui produit son effort, qui essaye de distancer ses compagnons d'échappée et qui se lance dans un contre-la-montre. Est-ce que ça va être suffisant pour François Bidard? Mathieu Ladanius s'accroche et parvient à faire le jump, à rentrer sur François Bidard. Ils sont maintenant donc 2 en tête de course avec le peloton qui est juste derrière à une petite trentaine de secondes, un peu moins même, et les 2 hommes qui ne collaborent pas. On voit que les relais ne passent pas, c'est difficile, ça va être compliqué. Ils sont en train d'avorter cette toute récente échappée. François Bidard, Mathieu Ladanius donc en tête de course avec une quinzaine de secondes d'avance sur un peloton qui est juste à leur basque.
Nouvelle difficulté pour les deux hommes échappés depuis quelques kilomètres maintenant. François Bidard qui en remet une couche, Mathieu Ladanius qui s'accroche dans sa roue et le peloton qui est juste sur leur talon à quelques secondes seulement. Ça va être compliqué pour les deux hommes de tête de tenir jusqu'à l'arrivée. Est-ce que ce peloton est toujours aussi conséquent? Est-ce qu'ils ont perdu des unités? En tout cas, on voit qu'il y a énormément d'actions, beaucoup de mouvements dans cette fin de course avec un autre coureur d'AG2R qui tente de s'extirper de ce peloton. François Bidard qui coupe son effort. On va attendre ses coéquipiers maintenant du côté du coureur terre et ciel d'AG2R. Mathieu Ladanius est lui bien rangé dans la roue et derrière, vous le voyez, c'est qui? C'est Benoît Cosnefroy dans son style ski caractéristique qui tente de faire le jump, bien suivi par un autre coureur, pourquoi pas, de Saint-Michel-Aubert 93 que l'on distingue au loin, et François Bidard qui attend, qui va pouvoir servir de relais à Benoît Cosnefroy pour un éventuel show dans le final. Il n'y a plus de difficulté, on vient de surmonter la dernière d'entre elles, la dernière des 6 bosses qui jalonnaient les 40 derniers kilomètres. Et AG2R continue, veut faire l'écrémage, ne souhaite pas arriver avec des sprinteurs qui font si peur et qui pourraient battre l'un des leurs. Donc c'est François Bidard maintenant qui se sacrifie avec Benoît Cosnefroy dans sa roue et Mathieu Ladanius qui ne lâche pas. On est maintenant sur la descente, on est en train de plonger sur Tours et c'est toujours Benoît Cosnefroy qui est en train de se sacrifier maintenant avec Mathieu Ladanius bien calé dans sa roue. Et vous le voyez derrière le peloton en file indienne, il va y avoir de l'écrémage, il peut y avoir des cassures dans cette descente. Benoît Cosnefroy qui s'arrache et derrière eh bien, il y a une supériorité numérique pour les coureurs d'AG2R avec Sylvain Dillier, le vainqueur de la Route Adélie il y a 2 jours de cela, qui est en embuscade en 3e position. Il y a également Samuel Dumoulin dans ce petit groupe et Marc Sarrault qui n'a pas été décramponné, le sprinter de la FDJ qui sera l'épouvantail dans cette fin de Route Tourangelle, dans cette fin de 17e édition de la Route Tourangelle. On entre justement dans Tours, il reste 7 km à parcourir et c'est Sylvain Dillier qui maintenant prend les choses en main, le vainqueur de la Route Adélie qui se relaie avec ses différents coéquipiers, avec François Bidard qui est toujours là, avec Benoît Cosnefroy, avec Samuel Dumoulin. Il y a aussi Hugo Hofstetter, le leader du classement général de la Coupe de France. Sylvain Chavanel est bien là, tout comme Mathieu Ladanius et Marc Sarrault, son sprinter. Il y a maintenant donc 11 hommes en tête, si notre calcul est bon, avec également un coureur de Manzana Postobon qui est ici dans le final. Il y a également un coureur de Androni Giocattoni et Samuel Dumoulin qui est là et qui va pouvoir faire le sprint, puisque maintenant c'est une certitude, ça va se disputer au sprint cette Route Tourangelle. Mais qui va pouvoir faire le sprint? Est-ce que ça va se jouer entre ces 11 hommes qui sont là en tête pour l'instant et qui ouvrent la voie, ou est-ce qu'il faudra compter sur un retour d'un deuxième groupe qui est pointé à 20 secondes? Dans ce deuxième groupe, on retrouve notamment Nasser Boigny, le sprinter de la Cofidis. 11 hommes en tête, une supériorité numérique pour les AG2R la mondiale qui sont 5 au sein de ces 11 hommes de tête. Parmi eux, on retrouve Samuel Dumoulin, Clément Venturini, Benoît Cosnefroy, Sylvain Dillier et François Bidard. Il y a 2 FDJ, à savoir Marc Sarrault et Mathieu Ladanius. On retrouve également Hugo Hofstetter, le leader du classement général de la Coupe de France. Premier passage sur la ligne, il reste donc maintenant 4 km à effectuer. Ça va nous permettre de faire un pointage entre ce groupe de tête et le groupe des poursuivants qui sont pointés donc à 20 secondes. Et c'est Justin Mottier, le récent 3e de la Route Adélie de Vitré, qui mène ce peloton débattu pour l'instant. Ça va se jouer donc entre les 11 hommes de tête. Il reste 4 km à parcourir. Tout reste à faire. Qui va pouvoir remporter cette 17e édition de la Route Tourangelle? Est-ce que ça sera Sylvain Chavanel, que l'on a très peu vu depuis le début de la journée et qui est parfaitement placé en embuscade, prêt à faire le sprint? En tout cas, ça va se jouer entre les AG2R, entre la FDJ, avec pourquoi pas Sylvain Chavanel en juge de paix. Les derniers hectomètres, la sélection a été faite par l'enchaînement des petites bosses. On a plongé sur Tours et maintenant on va rentrer dans le dernier kilomètre. La flamme rouge, ça va se jouer au sprint. Au sprint entre 11 hommes avec Marc Sarrault qui fait pour l'instant figure d'épouvantail. Mais attention à Samuel Dumoulin, on connaît sa pointe de vitesse. On connaît aussi la pointe de vitesse de Clément Venturini. Les AG2R qui vont pourquoi pas faire une course d'équipe. Ils sont 5, ils sont en supériorité numérique. Marc Sarrault parfaitement calé dans la roue de Mathieu Ladanius. Là aussi, il y a eu une parfaite course d'équipe avec Ladanius envoyé en éclaireur et maintenant Marc Sarrault qui peut compter sur l'expérience de Ladanius pour l'amener au sprint. C'est compliqué pour François Bidard qui est le premier à craquer. Il n'y a plus que 10 hommes maintenant qui vont pouvoir se jouer le sprint. Le virage, on va rentrer dans les 600 derniers mètres, dans cette longue ligne droite qui va nous amener vers l'arrivée, vers le dénouement de cette 17e édition de la Route Tourangelle.
Les AG2R maintenant aux commandes avec juste derrière eux la Danius et Saro qui sont dans le rôle du chasseur. Ça lance, c'est parti donc les AG2R qui sont les premiers à lancer. La Danius aussi qui lance pour Saro. Saro face à Dumoulin. Hofstetter qui est sur la droite, qui va pouvoir l'emporter. Pour l'instant c'est Saro qui a une petite longueur d'avance. La Danius qui exulte déjà et victoire de Marc Saro juste devant Samuel Dumoulin. 3e place pour Hugo Hofstetter. También? Oh, machine. Bravo. Hey, je peux bien faire ce truc. Oui, les gars. C'est possible? Oui. Ah, vous êtes un peu à la bouche? Bravo. C'est bien. Eh, pas mal, toi. Ah, je marchais. Tu marchais aussi quand t'as giclé. Très bien. On est rentré au sommet de la dernière bosse. Voilà, on était, je sais pas, une petite quinzaine, je pense, dans le groupe, et avec une supériorité d'AG2R avec 5 coureurs. Donc c'est eux qui ont fait l'essentiel du boulot, même tout le travail. Ils ont roulé voilà, pour le sprint. Je suis resté tout le dernier tour dans la roue à Mathieu, j'y faisais pleinement confiance. Il a de l'expérience et voilà, après AG2R a lancé son sprint et Mathieu les a déboîtés, on va dire vers 300 mètres je pense, et voilà, j'ai attendu un peu moins des 200 derniers mètres pour faire mon effort et voilà. Je suis vraiment content de renouer avec la victoire. Depuis Bessèges ça fait quand même un petit moment et c'est toujours un plaisir. Mais voilà, après, si je suis content, peut-être que je ne l'exprime pas, ça se voit pas, mais voilà, si, et j'espère maintenant continuer à gagner, et puis au niveau supérieur, ce serait encore plus jouissif. Bien, gros. Merci. Jamais. Qu'est-ce que tu veux? Par contre, je suis pas gros. Hein. T'inquiète. Comment balèze? C'est ça? C'est ce qu'ils me disent tout le temps, c'est pour ça. Ouais, c'est ça le sketch, hein, c'est pas gros, je suis pas gros, je suis balèze. Tu dis ça à Romain Dardet, il va pas mal le prendre, mais moi je le prends mal, tu me dis que je suis gros. Je veux répondre à personne aujourd'hui. Après 2 victoires sur l'étoile de Bessèges, Marc Saro lève une 3e fois les bras cette année. Il devance au sprint donc Hugo Hofstetter de la Cofidis et Samuel Dumoulin, satisfait quand même de la prestation collective. On voulait dynamiter la course dans le final et provoquer du mouvement pour essayer d'essoler les sprinteurs, voire de les éliminer. Moi j'ai très bien vu dans la descente quand il y avait Marc Saro que ça allait être compliqué de pouvoir remporter la course. Vraiment, néanmoins on avait fait la différence, on n'avait pas à se relever. Voilà, moi j'ai pris sa roue, je sais que c'est difficile dans ces conditions-là de battre un sprinter de son envergure. C'est pas une défaite cuisante aujourd'hui, on est battu par plus fort. On savait qu'il fallait éliminer un maximum de sprinters, mais il en restait un, donc voilà, c'est dommage. Voilà, je suis très fier de l'équipe, des gars. Là, j'ai le rôle de capitaine, ils m'écoutent, ils me font confiance et chacun arrive à tirer à un moment ou un autre le groupe vers le haut. Et ça, c'est vraiment plaisant, il y a une bonne dynamique. Au classement général de la Coupe de France, bonne opération pour Samuel Dumoulin et Marc Saro qui intègrent le top 3. Très bonne opération également pour Hugo Hofstetter qui au bout de lui-même a réussi à marquer de gros points aujourd'hui. Ça va me réconforter le pinard quoi, mais non, je pense qu'aujourd'hui 3e je pouvais pas espérer bien mieux. Le sprint j'ai vraiment fait avec tout ce que j'avais. Déjà j'étais dans le groupe, c'était déjà une bonne chose d'être là avec 5 AG2R, 2 FDJ. Déjà un peu avant le virage là à 500-600 mètres, j'ai eu du mal à la relance et après j'ai vraiment fait le sprint vraiment en fermant les yeux et vraiment avec ce que j'avais encore dans les tripes quoi. Donc là, je suis allé chercher assez loin, mais après voilà, ça va aller. Le fait d'enchaîner autant de courses aussi, encore être sur le podium, je pense que c'est une bonne chose et il faut que je sois satisfait de tous les résultats que j'ai fait ces derniers temps. Merci d'avoir suivi en notre compagnie cette 17e édition de la Roue Tourangelle. La Coupe de France continue sur Eurosport. Rendez-vous pour Paris-Camembert.
it takes.